Merci. Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur la fabrique de la loi. Moi, je prends ma part de responsabilité, puisque je suis législateur et je vote des textes trop bavards. Donc, nous avons, avec Claude Barthelone, travaillé à une mission sur la simplification et une amélioration de la loi. Donc, je crois que c'est vraiment au cœur de nos préoccupations et ça doit vraiment l'être. Mais on en reparlera ultérieurement. Moi, ce que j'ai que quelques remarques de façon très pragmatique. Et je crois que l'intérêt de cette assemblée, c'est la diversité des interlocuteurs. Moi, j'ai le sentiment que si peut-être ne changerons-nous pas la Constitution, en tout cas, l'esprit de la Constitution est en train de changer sous la pression des citoyens dans nos territoires. Et en 2017, ça sera le non-cumul des mandats des parlementaires, c'est extrêmement important, mais d'ores et déjà, des parlementaires ont fait droit à cette loi et travaillent, à mon sens, différemment, c'est-à-dire se rapprochent du citoyen, travaillent dans une circonscription, non plus en tant que maire ou président ou conseiller général ou conseiller régional, mais en tant que député, et font valoir ce qu'est le travail du député et ce qu'est le travail de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on est déjà dans un changement, un esprit qui nous pousse à travailler différemment, et c'est une façon de restaurer la confiance des citoyens dans les politiques. Je pense qu'il ne faut pas, du coup, parce qu'il y a non-cumul des mandats, se précipiter pour affaiblir le Parlement en réduisant nécessairement le nombre, parce que vous verrez par l'expérience qu'une circonscription, c'est vaste, sauf quand c'est une circonscription urbaine, mais quand c'est une circonscription rurale, c'est vaste, c'est très dispersé. Et pour toucher les citoyens, parce que nous avons cette absolue préoccupation au regard de la montée du Front National dans le monde rural, il est important que le politique soit très présent et ait un devoir pédagogique et explicatif, à contrario, hélas, de ce que font de façon systématique et quotidienne les médias et Internet. Donc, ça, c'est ma première observation. Ma deuxième, c'était, je voulais vous remercier, messieurs les présidents, sur cette notion d'avis divergent, que j'aimerais d'ailleurs voir progresser au sein du Conseil constitutionnel. Je pense que c'est important. Je souhaite simplement que cet avis divergent ne soit pas unique et que nous arrivions à nous retrouver quand même sur un certain nombre de propositions. Parmi celles-ci, moi, il y en a deux qui me paraissent incontournables dans notre réflexion. C'est celle du Sénat et du CESE. Je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse très sérieusement à cette question qui est récurrente depuis 20 ans. Et je pense qu'il faut que la mission s'efforce de travailler sur cette question qui, pour ma part, me paraît tout à fait incontournable, parce que s'il y a une chose récurrente demandée par nos citoyens, c'est bien cette réflexion, et je ne dirais pas plus, cette réflexion sur le Sénat. La deuxième question, là, elle m'est plus personnelle, c'est celle de la dissolution. Je me suis déjà exprimée en ces termes. C'est vrai que je l'ai vécu d'une façon, je la trouve assez illégitime du point de vue démocratique. Les élus directs de la nation n'ont pas à être dissous alors que le pouvoir exécutif ne craint rien. Il s'agit là d'un fait du prince qui n'est pas justifié démocratiquement. Pourquoi l'Assemblée nationale ne pourrait-elle pas alors renverser le président puisque celui-ci peut dissoudre l'Assemblée? Donc cette dissolution est pour moi, je la vis comme telle, une épée de Damoclès qui pèse sur chacun de nos actes, chacune de nos prises de parole, qui limite, bride la liberté d'expression, d'opinion du député, qui est responsable individuellement, mais aussi et surtout collectivement vis-à-vis de ses collègues. Alors je suis bien consciente du risque de déséquilibre institutionnel. Si la dissolution est supprimée, faut-il maintenir la motion de censure? Le risque est de retourner à la 4e République et à l'instabilité ministérielle. C'est une réflexion que nous devons avoir. Si l'on supprime également la motion de censure, on dérive donc vers un régime présidentiel. La question est de savoir si ce régime est adapté à la culture française qui a évolué. Moi, c'est une question que je vous pose. Je n'y suis pas fondamentalement opposée. N'y a-t-il pas là également un risque de césarisme, c'est-à-dire de créer un monstre juridique avec un président de la République encore plus puissant? À l'inverse, deux forces politiques qui ne peuvent s'anéantir mutuellement ne risquent-elles pas d'entraîner des blocages? Donc c'est une réflexion que je souhaite qu'on ait sur ce point de façon extrêmement approfondie. Puis la dernière, je l'avais déjà évoquée, je crois au travers de vos interventions, mesdames, messieurs, c'est que je crois qu'il faut quand même qu'on mette en œuvre un droit gouvernemental
qui nous permettent de régler quand même cette question de la place de la haute administration, de la place de la façon dont travaillent les cabinets ministériels, de la relation avec les parlementaires, les relations entre le gouvernement et le président de la République, le rapport du gouvernement avec l'administration, et notamment les cabinets ministériels et le rôle de chacun à l'intérieur de ces cabinets et le rôle de la haute administration, je le précise, qui est quand même extrêmement présente. On le sent, nous, les législateurs, dans la fabrique de la loi. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Merci. J'ai Denis Baranger qui... Je vous demande, avant de clore la liste des intervenants, Denis Baranger m'a demandé la parole pour apporter une précision. Y a-t-il d'autres intervenants? Donc je demanderai à Michel Vinocq s'il veut rajouter un mot après, et puis je vous dirai quelques mots, notamment pour éclairer la suite de nos débats.